Après avoir présenté les analyses textuelles d'une manière générale ainsi que leur typologie, l'objectif maintenant, c'est qu'on se focalise sur l'analyse de contenu. L'analyse de contenu désigne l'ensemble des techniques qui permettent de passer d'un contenu quelconque, c'est-à-dire photo, vidéo, images, texte ou contenu de page web, vers des informations utiles à la prise de décision d'une manière objective. Cette objectivité, c'est ce qui est le plus recherché par l'analyse de contenu pour contrecarrer le biais de subjectivité du chargé d'études. En effet, le chargé d'études était là lors de la conception générale de l'étude, lors de la définition de la problématique, lors de la déclinaison de la problématique sous forme d'axes opérationnels, lors de la conception du guide d'entretien. C'est lui qui a aussi choisi et sélectionné les répondants. Peut-être qu'il a été aussi impliqué dans l'administration du guide d'entretien lui-même. Et donc, forcément, il aura des a priori, il aura des orientations qu'il pourrait privilégier, ou il aurait des sentiments vers des solutions ou des informations qui pourraient lui paraître plus importantes que certaines autres. Or, l'analyse qualitative ou l'étude de marché d'une manière générale doit se baser sur cette objectivité dans la prise de décision parce que le point de vue du décideur pourrait être autre que le point de vue du chargé d'études et c'est ce qui est le plus recherché d'une manière générale. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir le maximum d'informations qu'on pourrait avoir de certaines personnes, de certains faits réels, de sujets explorés, ou alors de découvrir des choses nouvelles dans ces contenus-là. Il est important de rappeler que l'analyse de contenu était développée dans la période d'entre les deux guerres mondiales. En effet, pendant cette période-là, on était vraiment à cheval sur tout ce qui est collecte d'informations. On était en veille par rapport à ce qui se disait, à ce qui se préparait, aux stratégies, aux tactiques, aux informations politiques, aux coalitions, aux regroupements. Et donc, l'information et l'actualité étaient au cœur des débats. Or, on ne pouvait pas se baser uniquement sur la simple lecture et consultation des revues de presse. Il fallait aussi rassembler le maximum de titres de presse possible, et donc ça faisait que les analystes de l'époque se retrouvaient avec énormément de textes à analyser, et donc la simple lecture normale ou rapide de ces contenus-là n'était pas véritablement suffisante pour dégager toute l'information, et ça faisait un travail tout simplement énorme. Et donc, il fallait passer par une analyse qu'on appelle analyse thématique de contenu. Alors, pour comprendre l'analyse thématique de contenu, là, on passe d'un ensemble de titres de presse, d'ensemble de papiers, journaux, de magazines ou autres, et il fallait extraire plus ou moins quelques fractions de ce contenu conformément à des codes préétablis. Alors, ces codes préétablis concernaient les thématiques générales qui intéressaient un camp ou un autre. Et donc, il fallait véritablement qu'on se base sur notre scope ou notre canevas ou notre toile de fond pour repérer et identifier l'information pertinente et par la suite la regrouper sous forme de contenu. Donc, c'est le principe de l'extraction de contenu, des fractions de contenu et du principe de codage. Maintenant, pour comprendre un peu mieux le principe du codage, euh, je me suis basé sur un document qui est là, sur une étude qui est déjà faite, pour montrer un peu comment on fait. L'analyse thématique, d'une manière générale, consiste à associer des thèmes à des fractions de contenu qu'on va extraire d'un texte quelconque. Et donc, on va passer des fractions de contenu vers des codes et par la suite, on va les affecter à des thèmes. Alors, voyons un peu plus concrètement comment cela se passe. Donc, là, nous avons un texte, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. C'est un extrait d'un entretien, par exemple, qui aurait été conduit avec une personne donnée. La thématique de ce texte-là, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un expert, par exemple, qui nous aurait délivrer ces informations-là. Et donc, ça va être plus ou moins
une retranscription de guide d'entretien avec des experts. Maintenant, c'est une simple fraction et donc comme j'ai dit, peut-être qu'on va se retrouver avec une soixantaine de pages, une centaine de pages ou même 120 pages de retranscription. On ne va pas s'intéresser à tout ce qui va être dit. Et donc, nous savons qu'on est dans l'intelligence artificielle, nous avons un cadre préalable, nous savons qu'il y a des besoins en intelligence artificielle pour les entreprises, nous savons qu'il y a des acteurs aussi en intelligence artificielle et nous savons qu'il y a un usage donné de l'intelligence artificielle. Et donc, ce sont les trois grands axes qui découlent directement ou qui sont déclinés de la problématique de l'usage et de l'achat, plus ou moins, des solutions d'intelligence artificielle par les entreprises. Donc maintenant, j'ai cette toile de fond. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ces textes-là et j'essaierai d'identifier des informations qui soient en relation avec ces thèmes que je connais. Donc, je rappelle, j'ai trois grandes thématiques. J'ai les besoins, j'ai les acteurs et j'ai l'usage. Et donc, je prendrai l'ensemble de ces éléments-là. Donc, je verrai par exemple que Microsoft est cité, IBM est cité, Google est cité. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le terme Microsoft, je vais le surligner avec une couleur qui soit identique à celle des autres termes qui font partie plus ou moins du même univers de sens, et je vais leur affecter un code. Donc, organisation, organisation et organisation. D'autres informations relèvent des dates, d'autres termes relèvent plus ou moins de tout ce qui est personne, et ainsi de suite. Nous avons des dates, nous avons des pourcentages, et ainsi de suite. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé par extraire ces contenus-là. Nous avons repéré plus ou moins l'information essentielle avec toute objectivité. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est de passer de ces codes-là vers ces termes et de ces termes vers des sous-thèmes qui pourraient être regroupés dans les thèmes principaux. Donc ça, le thème principal ici, ce sont les acteurs. Et donc l'objectif maintenant, c'est d'avoir le maximum d'informations par rapport à chaque thématique. Mais bien entendu, rien n'empêche qu'on puisse relever l'existence de nouvelles sous-thématiques, voire même de nouvelles thématiques qui sont issues du guide d'entretien, puisque le répondant pourrait, bien entendu, nous relever des informations qui sont pertinentes et qui sont nouvelles. Une fois nous recueillons ces informations, nous passons à la troisième étape qui est la construction de la grille générale. Donc, la grille générale, c'est le fait de répertorier l'ensemble des fractions de contenu que nous avons pu relever et de les affecter aux répondants, hein, aux interviewés. Donc, l'interview numéro 1, voilà ce qu'il a dit. Par exemple, ce sont des verbatim. Donc, les verbatim, ce sont les dires ou les propos du répondant qui sont catégorisés dans une unité de sens donnée. Et donc, on va prendre ces éléments-là, on va les affecter à des thèmes. Et donc, par exemple, là, nous avons des données traitées et les sources de données dans l'univers du thème besoin en information, en intelligence artificielle. Nous avons la confiance dans les acteurs du monde général. Nous avons l'usage aussi, comme nous l'avons relevé tout à l'heure. Et donc, ce que nous avons ici, c'est l'ensemble des éléments. Et par la suite, ça suffit de faire une analyse thématique, c'est-à-dire par thème, ou lexicale, si nous nous intéressons aux termes cités par les répondants. Donc, l'analyse horizontale ou l'analyse verticale. Donc, d'une manière générale, on commence d'abord par l'analyse verticale pour cerner les profils des répondants. Par exemple, là, je vais dire l'interviewé numéro 1, il se caractérise par quoi exactement? Et donc, ce que nous allons rédiger, d'une manière générale, dans le rapport de l'étude, d'abord, on va dire, première partie des résultats, c'est l'analyse verticale. Le répondant numéro 1, c'est un directeur Big Data, par exemple, de l'entreprise X, qui éprouve des besoins en intelligence artificielle qui se caractérisent par un nombre important et la présence de bases de données constituées en interne. Et généralement, c'est une entreprise qui fait confiance plus ou moins à Google, IBM et aux acteurs en provenance des États-Unis, surtout comme prestataires de services ou comme software as a service des solutions d'intelligence artificielle. Et d'une manière générale, ce sont des personnes qui ne sont pas trop satisfaites
de l'assistance, hein, du service assistance des entreprises en question. Donc ça, par exemple, c'est un profil du premier interviewé. Deuxième interviewé, par exemple, je vais dire, le deuxième interviewé, c'est un responsable données et intelligence économique de l'entreprise Alpha. C'est une entreprise qui travaille dans telle et telle chose, qui fait confiance à tel acteur, et notamment Microsoft. Euh, pour eux, ils estiment que le service est assez fiable, mais qui est assez cher d'une manière générale. Et eux, ils exigent plus ou moins plus d'opportunités de la part des autres entreprises, et ainsi de suite. Maintenant, en quoi ça pourrait m'être intéressant? Ça pourrait m'être intéressant pour interpréter les résultats globaux de l'étude. Puisque je peux cerner le profil de chaque répondant, là, je pourrais avoir une idée sur le background, sur le profil, sur les motivations de chaque répondant et sur son besoin spécifique par rapport à ma problématique. Comme ça, je peux le situer. Plus je peux situer le répondant, moins ça va faire que mes résultats soient biaisés ou qu'ils soient subjectifs d'une manière générale. Deuxième chose, ou deuxième analyse qu'on fait, c'est une analyse horizontale tout simplement. Donc pour l'analyse horizontale, c'est lorsque je vais me baser maintenant sur les thèmes. Donc, je vais me baser sur la thématique elle-même et je vais essayer de faire une synthèse par thème. Dans notre exemple, ici, nous avons les besoins en intelligence artificielle. Je pourrais travailler soit par thématique générale, soit par sous-thème. Quand est-ce que je fais l'une, quand est-ce que je fais l'autre? Tout simplement, ça dépend des informations que j'ai. Est-ce que j'ai suffisamment d'informations par rapport à chaque thématique? Si j'ai énormément d'informations par sous-thème, là, je vais faire une interprétation par sous-thème et ainsi de suite. Et donc, par exemple, ici, je vais dire les besoins en intelligence artificielle de ces experts-là. Je vais dire, d'une manière générale, les experts euh, relèvent qu'ils ont énormément de données et que les données sont très difficiles à gérer d'une manière manuelle, d'une manière assistée par logiciel. Et donc, il leur faut des solutions d'intelligence artificielle, puisque eux, ils ont des bases de données constituées, ce sont des bases de données gigantesques, ou alors ils ont besoin de euh, solutions d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier directement les informations d'Internet. Deuxième axe, confiance dans les acteurs. Là, je vais dire, d'une manière générale, les acteurs font confiance aux géants. Toutefois, nous avons une répartition géographique. Nous avons d'un côté des entreprises qui font appel plus ou moins à Microsoft, Google et aux acteurs en provenance des États-Unis. D'autre part, nous avons des acteurs qui font confiance à des acteurs locaux, notamment s'ils sont implantés en Asie. Et donc, quand vous voyez cette interprétation que je viens de faire, c'est une interprétation qui essaie au maximum de se baser sur les informations collectées. Maintenant, je fais abstraction de mes préjugés, je fais abstraction de ce que je connais moi-même par rapport à la thématique. Peut-être ce que je connais en tant que chargé d'études, je vais le mettre en avant vers la fin comme recommandation pour la prise de décision. Et donc, ça, c'est un premier exemple d'analyse de contenu. On passe à un cas particulier d'analyse de contenu. C'est ce qu'on appelle la théorisation ancrée. Certains chercheurs catégorisent la théorisation ancrée comme type d'étude à part, qu'on appelle en anglais the grounded theory, c'est-à-dire c'est une théorie enracinée dans le terrain. Et donc, nous n'avons pas véritablement de cadre conceptuel préalable à l'analyse de données. Imaginons par exemple que je suis en train de conduire la même enquête auprès des répondants et qu'à un moment donné, les répondants commencent à me parler de nouvelles solutions révolutionnaires en matière d'intelligence artificielle et je vois que pas mal d'entreprises sont en train de migrer vers ces nouvelles solutions révolutionnaires qui se basent sur le cloud, par exemple le cloud computing. Maintenant, peut-être que ça va être un sujet trop intéressant et que je me rende compte que l'analyse que je suis en train de faire est relativement dépassée et qu'il est important de saisir un peu l'occasion de rencontrer ces gens-là pour qu'ils puissent m'en parler un peu plus. Ce que je vais faire dans ce cas, c'est de leur demander de m'expliquer davantage d'une manière non structurée, d'une manière non directive.
C'est l'exemple de l'entretien non directif. Et donc, toutes les informations que je vais collecter, je vais les analyser de la même manière que j'ai montré tout à l'heure, sauf que je vais découvrir, ou je vais explorer ces nouvelles informations et je vais leur attribuer des codes, je vais leur donner du sens pour pouvoir dégager une nouvelle théorie d'action ou un cadre conceptuel nouveau. Une fois que je dégage ce cadre conceptuel pour que je puisse moi-même comprendre de quoi il parle, et donc je vais faire mes recherches, je vais refaire une revue de littérature ou une recherche documentaire pour comprendre de quoi il parle, là je vais revenir une deuxième fois sur le même texte pour le réanalyser avec un recodage, après avoir retenu les codes qui m'intéressent et après avoir écarté les codes qui ne m'intéressent pas. Alors, dans ce cadre-là, on est en présence d'une théorie enracinée dans le terrain. C'est-à-dire, le terrain, c'est le point de départ de la conceptualisation et non l'inverse. Je ne commence pas par un cadre ou par un filigrane que j'ai en tête sur la base duquel j'établis mes codes et je relève l'information. Non, je me base sur les dires des gens, sur le contenu lui-même. J'essaie de découvrir et d'explorer ce qu'il y a. En fonction de ma découverte, je vais refaire mon travail et je vais refaire une revue de littérature pour comprendre ce qui se passe. Et je vais revenir une deuxième fois au texte pour redécouvrir et pour réanalyser et réaffecter les codes en fonction des nouveaux thèmes qui vont être extraits. Ça, c'est la théorisation. Deuxième type d'analyse, c'est l'analyse de discours. Alors, l'analyse de discours a lieu dans le cas où on s'intéresse à une personne, à ce que dit cette personne-là.